C'est Podcast, ton moment poker c'est sûr. Surtout si tu es une serrure. Avec Flavien, M-Trip et Chauffe qui peut. Installez-vous, on joue un peu. Et salut à tous les gars, on va vous retrouver aujourd'hui pour le 3e épisode de Podcast du coup avec Dom Trip. Salut à toi. Salut Robin, on précisera que c'est la prise 2, la première était catastrophique. Si on se maintient à 2, ça me va très bien. Salut Flavien, comment tu vas? Hello, et moi ça va très bien, j'ai pas encore eu besoin de parler dans la première prise, donc moi ça va, c'est de votre faute. Allez, Donc c'est ta première prise, très bien. Exactement. On va vous proposer un programme de qualité aujourd'hui et comme tous les épisodes, 3 actus, une chacun, qui nous a marqué récemment. On va vous présenter un bilan des Winamax Series de janvier qui viennent de se dérouler du coup. Et on va parler ensuite, comme d'habitude, d'une petite anecdote qui vous sera racontée par moi-même. Une anecdote que je n'ai racontée à personne, à part ma femme, sur le milieu du poker. Ça m'a quand même un peu marqué. Et même Flavien, qui est concerné par l'anecdote, ne connaît pas la totalité de tout ça. Et Merde. ensuite, Flavien nous a préparé un petit quiz thématique sur les WPO, c'est bien ça? Ouais, Sismic/WPO, exactement. C'est cool. Magnifique. Et ben écoutez, on est parti. Qui veut commencer par l'actu? Dom Trip? Allez, c'est parti. Alors moi, c'est le mercato des teams pro, à savoir que je retrouve mes notes, notamment le départ de chez PMU, le départ de Julien Martini, donc qui était là depuis 4 ans en tant que team pro PMU, et qui, au vu des dires de la presse qui ont relayé justement sa séparation avec PMU, était quelqu'un qui était très très accessible et hyper sympa sur les événements live, et donc du coup, je pense beaucoup vont regretter, mais du parcours que j'ai vu, je pense qu'il a vraiment fait une très belle perf en tant qu'influenceur. Après, ça reste difficile, je pense, de représenter PMU France, vu que c'est quand même une room qui est assez restreinte en termes d'envergure et aussi en termes de buy-in, sachant que lui il joue très très cher et que d'ailleurs il est basé à l'étranger puisqu'il joue en cash game high stakes, si je dis pas de bêtises, en ligne, et également en Il vit à live. Vegas. Il vit à Vegas, voilà. Et donc du coup, je trouve qu'il a quand même super bien fait le taf pour une room entre guillemets micro-limite si on se base à l'international. Et voilà, donc chapeau à lui. L'autre actualité en termes de départ, c'est Lex Veldus, je sais pas comment on dit. Donc le streamer Veldus. Ouais, Veldus, c'est très bien. Veldus, ok. Le streamer donc du .com qui était sponsorisé depuis 14 ans par PokerStars, qui s'est séparé de PokerStars. Il avait d'ailleurs disparu des radars pendant environ 6 mois. Je commence à me demander mais où est passé Lex Veldus, et il est revenu en ce début d'année et il n'est pas revenu, il a pas fait semblant de revenir puisque il s'est directement mis à jouer sur GG Poker puisqu'il avait plus de sponsors, et il a dès son premier stream gagné un tournoi, et il en a gagné un second une semaine après, donc il a l'air d'être parti très très fort. Et pour faire une comparaison avec une rupture qu'on pourrait avoir avec son ex, j'ai l'impression qu'il est en train de faire le stratagème de la rupture avec PokerStars. J'attends un peu 1 ou 2 semaines et après je me remets avec ma maîtresse, et je pense que sa maîtresse ça va être GG Poker. Donc je pense qu'il est juste en train de temporiser pour la forme et qu'il y a un gros partenariat qui va arriver, quoi. Voilà. Et une dernière news concernant les team pro, c'est Joe Kizzy, donc Maxime Manzon, l'ancien team pro Winamax, qui quant à lui a gagné également sur PokerStars le Sunday Million des Winter Series pour plus de 70 000 €, donc un gros GG à lui. Voilà. Ça me fait penser, Adrien, à ce que tu dis, on n'a pas parlé aussi du départ d'Arnaud, croate de Unibet, qui est arrivé sur la fin d'année. Parce qu'il était déjà parti, à ce moment-là. Ça me fait penser dans la même spirale un petit peu à ça. Et si on fait la comparaison avec des ex, il avait gagné, je crois, un gros tournoi 1K sur GG juste après son départ, enfin juste au moment de son départ. Ça faisait un petit peu, je donne tout avant de partir, quoi. C'était durant les dernières Winamax Series et il avait gagné un 1K des Winamax Series justement. À ce moment-là. Oui, c'est vrai, ça, ouais, tout à fait, ouais. Mais il avait pris un tournoi sur GG, j'avais vu aussi sur. Ok. Il me semble sur. Mais son- il avait gagné le 1K des Series et c'était pile à ce moment-là que Peut-être je confonds. ça s'est terminé pour lui. Ok. Et, En tout cas, c'est cool de pouvoir se briefer avec toi, Adri, au début, et de se dire une actu par personne. c'est la triple actu. Mais elle est intéressante en vrai parce Ouais, elle est que géniale. on n'attend pas la même chose d'un team pro chez Winamax ou chez une autre room, et je pense que quelqu'un comme Julien Martini, il n'a pas envie d'avoir autant de contraintes par exemple qu'un Pierre Calamusa ou qu'un Davidi ou les autres joueurs de chez Winamax, et ça lui allait sans doute très bien de pouvoir être chez PMU. Évidemment, il y a moins de rayonnement que sur d'autres rooms en termes de visibilité, mais il y a peut-être moins de contraintes également, il y a un côté peut-être plus proche, j'en sais rien. Et donc ouais, c'est hyper intéressant. On peut faire le parallèle aussi avec Alex Réard, hein. C'est des joueurs qui représentent une room encore aujourd'hui. Je crois que c'est toujours d'actualité, Alex. Il n'y a pas de remise en question de ça. Mais tu vois, c'est pas en termes de rayonnement. On voit pas beaucoup de choses. On voit pas de stream, on voit pas énormément de choses. On a une impression de sous-utilisation, quoi.
Voilà, exactement. Il y a Rien une que le fait que impression tu poses la question de sous-utilisation. savoir s'il est encore là, c'est qu'il y a un problème, c'est que du coup il n'y a pas assez Eh de oui. communication. Et quand tu compares justement la présence de Julien Martini et les attentes que peut avoir la room envers lui à celle de Pierre Calamusa, je pense qu'on est clairement à l'opposé parce que Pierre Calamusa, on est sur le GOAT de l'influence, qui est plus axé maintenant sur ça, je pense, sur le fait de représenter une marque, etc., plutôt que sur la performance à très haut niveau. Et je pense que Julien Martini, c'est l'inverse. C'est qu'il va vraiment battre dans le top 1% du field et que lui, il est moins axé sur l'influence. Et pour autant, je trouve qu'il l'a très bien fait et qu'à chaque fois qu'on a vu des images de lui, j'ai été agréablement surpris par l'humilité dont il a fait preuve et l'accessibilité. Donc un grand chapeau à lui, quoi. Mais c'est marrant ce que vous dites sur Alex Réard. Moi, j'avoue que j'ai l'impression de le voir partout, quoi. Il perd tout le temps. On le voit dans tous les Messieurs, tournois. messieurs. Quand tu fais du live, enfin, Allô? Oui, bonjour. Aucun Vous respect. donnez le code pour que vous le il respecte déposiez? le gars, quoi. On laissera au montage pour montrer qu'il respecte, Ok. il respecte personne. Alors, attendez, je vous mets en parleur. Donc, peut-être le code du portail déjà. Alors, le code du portail, c'est Nickel. Les chiffres là bien, les gars. Ouais, le ça, code ça va. du chrono fraîche, c'est exactement à droite en rentrant. Il est en train de se faire livrer un fer à cheval et des Merci pattes de beaucoup, lapin bonne journée à vous. parce qu'il comprend pas qu'il ait pas fait Détroit du 125 cette année. Du coup, il commence à s'inquiéter. Du coup, je t'ai coupé quand tu disais Alex, je suis pas d'accord, machin. Moi, c'est vrai que du coup, je vous rejoins pas sur Alex Réard parce que j'ai l'impression qu'on le voit partout. J'ai l'impression qu'il perd tous les tournois sur le circuit live, on le voit sur tous les classements GPI, il est encore dans les classements des joueurs de l'année, etc. etc. Moi, j'entends beaucoup parler d'Alex Réard. Vraiment, En j'ai fait, ce il n'y a sentiment. pas de Alors, il com fait autour pas de lui, mais juste lui rayonne intrinsèquement, en fait, tu vois. Ouais, voilà, mais il est pas actif, enfin trop actif sur Insta, il est pas trop actif en stream ou quoi que ce soit comme un Pierre, etc. Mais sinon, je trouve que, enfin, par rapport à un Julien, je trouve que Julien, moi en MTT, je l'entends pas spécialement beaucoup perfait, ou je le vois pas spécialement sur les events. Je le vois, moi je l'entendais commenter les TF PMU de temps en temps, mais à part ça, c'est dur de le comparer à Alex Réard. En tout cas, pour moi, dans mon ressenti, dans ce que j'entends, dans ce que je vois vivre autour de ça, j'ai l'impression qu'Alex, j'entends parler de lui tout le temps, moi, tous les jours, sur tous les streams, sur la Grindhouse, en temps et de chance qu'il veut l'interviewer. Enfin, En fait, le vois moi, partout, ce que je voulais dire, c'est même pas une histoire de comparer les rayonnements de chacun, c'était plus une manière de dire, on pourrait se dire que c'est du gâchis parce que peut-être qu'on n'utilise pas leur plein potentiel, mais je pense que si on les utilisait leur plein potentiel de médiatisation, ils ne voudraient pas être Team Pro peut-être, parce que ça leur coûterait trop. Donc en réalité, c'est un très bon compromis pour eux, j'imagine. Peut-être que ça ne l'est plus pour Julien, mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle ils sont sponsorisés par ces rooms, même s'ils font pas 1 million de choses médiatiquement, quoi. Voilà, c'était juste mon point de vue sur la question. Faut pas se dire c'est du gâchis, etc., quoi. Voilà. ouais, bien sûr. Mais ça serait hyper intéressant de faire un débat peut-être un jour sur qu'est-ce qu'un vrai Team Pro, quoi. Qu'est-ce qu'un Et je pense Team Pro, qu'est-ce qu'on attend d'un Team Pro Je pense qu'on touche à une nuance entre le fait de rayonner intrinsèquement comme c'est le cas à Alexandre Réard par ses résultats, par le palmarès qu'il a, et le fait de rayonner avec la room et de collaborer avec la room comme le fait notamment Pierre Calamusa qui fait plein de challenges, Make Your Bankroll Great Again, etc. Donc il y a le fait d'exister par soi-même mais aussi de travailler avec la room, et je pense qu'il y a deux types de partenariats qui sont possibles, et dans le cas de Martini et Réard c'est totalement différent, je pense. Ouais, je pense que le plus important c'est de rayonner, quoi. Après, peu importe comment tu rayonnes, ça fait de la visibilité à la room. Deux autres petits mots. Bah déjà, félicitations à Joe Kizzy. Puis c'est cool parce qu'il fait partie des top sharks qu'on n'avait pas forcément beaucoup entendu parler, notamment après. Donc ça fait du bien d'entendre parler de lui. Surtout que c'est un très bon joueur, c'est un type super. Et Lex Velduis, tiens, j'ai une question. C'est toi, Robin, qui est pas un vieux de la vieille non plus du poker. Est-ce que ça te parle, Lex Velduis? Moi, ça me parle pas du tout. J'en avais parlé à Adri quand il m'a parlé de l'actu. C'est pas une actu qui me touche particulièrement. Ok. Alors mec, je vais te dire un truc, et là tu vas développer un affect pour Lex Velduis. Vous toutes qui écoutez, si jamais vous ne connaissez pas Lex Velduis, vous allez sur YouTube et vous tapez compilation Main Event WSOP Lex Velduis et vous regardez ce qui se passe. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il a été en table télévisée au jour 1 du Main Event des WSOP et il a fait une espèce de fanfare. C'est-à-dire qu'il a voulu montrer presque, c'était une démonstration pour montrer que les gens, au jour 1 du main event, ont peur. Et il a littéralement bluffé tous les spots avec des lines absurdes, non-stop, pendant 8 heures d'affilée, en montrant toujours ses cartes. Et les gens ont fold, et on fold, et on fold. Et c'en était absurde. Et bon voilà, je t'invite à aller voir du coup Robin, et tu vas forcément... J'irai aussi, je connaissais pas cette histoire. J'irai voir aussi. Mais c'est un truc de ouf. Un truc de cool. ouf. Très cool, bah, j'irai voir ça aussi. Est-ce que tu veux enchaîner sur ton actu, Flavien, où on laisse Dumtree en raconter une centième?
Non mais en vrai je vais être rapide parce que c'est vrai que là on a dit des choses qui étaient beaucoup plus intéressantes presque que ce que je vais dire, mais surtout beaucoup plus long. Mais on avait parlé un peu des francophones Poker Awards la dernière fois, qui ont eu lieu depuis, et il y a eu des primés. Et je voulais juste revenir légèrement sur certains qui ont été primés. Par exemple, j'ai croisé Julien là-bas au francophone Poker Awards parce que je crois que le FPO a gagné le titre du circuit live de l'année. Je crois que toi Robin t'en avais joué un petit peu cette année, donc moi je peux pas vraiment comparer, j'en ai pas joué. Mais effectivement très bon circuit live. Et moi ce qui me touche particulièrement, ce que j'avais à cœur, c'est les performances, les joueurs de l'année et les performances de l'année. Et du coup dans les joueurs de l'année, il y a eu Alex, même si évidemment vu que c'est francophone, on aurait pu avoir un joueur belge que tu connais un petit peu, Robin, qui aurait mérité sa place probablement également. Est-ce qu'il était dans la shortlist déjà ou pas? Thomas, ouais, il était dans la shortlist. Ouais. Ok. Il était dans la shortlist et c'était même celui qui avait le plus de winnings bruts, Thomas Boivin. Mais voilà, en tout cas c'est Alex qui a gagné. C'est aussi un vote populaire, donc automatiquement ça se joue beaucoup à la base de votants, pas forcément que au mérite. Et c'est sûr que à partir du moment où c'est francophone, il y a plus de Français que de Belges. Et ça a dû jouer en la défaveur de Thomas, mais qui devait beaucoup mériter également. Ensuite c'est Cécile qui a gagné pour, on va dire, pour l'homologue féminin. Et le award qui m'a probablement le plus touché moi, c'est celui de la performance de l'année, parce que c'est Jérémy Cochard qui l'a gagné, qui est donc un ami, mais aussi surtout parce que genre ce qu'il a fait c'est incroyable, et Thomas Echen aurait probablement mérité également, mais d'autres Français gagneront des EPT et aucun autre personne ne pourra plus jamais faire ce que Jérémy a fait. C'est tellement absurde de faire 3 TF sur 4 tournois et en gagner 2 que sur des tournois avec 2500 joueurs, qu'on ne verra plus jamais ça. Donc c'était bien de pouvoir le push. Et voilà, j'en ai terminé pour mon petit point d'actu très très rapide. Robin, tu voulais pointer peut-être les Winamax Series ou t'as autre chose? Ouais, non, moi c'est plutôt. Je pense qu'il n'y a pas d'absurdité à ce que Réard ait été élu devant Thomas Boivin. Les deux ont fait une année exceptionnelle. Enfin, j'ai eu l'impression de les voir partout, moi. Voilà, les deux. Donc, moi j'avais hésité entre les deux, j'avais voté Thomas, mais je vois pas d'absurdité ni sur Jérémy Cochard. Mais par contre, j'ai vu un truc qui m'a paru absurde, moi, c'était Mediacards. J'ai pas compris Mediacards sur le média de l'année. Encore une fois, moi j'aime beaucoup Yoshi, j'aime beaucoup Jonathan Perstor, j'ai rien de spécial contre eux ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est un truc qui est tout nouveau. Je trouve que sur les médias, il y en a qui sont installés depuis des années, qui font un travail de fou. Et ouais, je sais pas, je sais plus combien de pourcentage des votes il y avait. Je m'attendais vraiment pas à ça, honnêtement, tu vois. Déjà, dans la catégorie, il y avait peut-être d'autres choses à mettre aussi. Ouais, je sais pas, il y a des choses sur ces catégories qui me... Pareil, le fait que Zedchamp, c'est pas un seul award. Encore une fois, c'est pas mon pote particulièrement. Mais mec, il était face à un mastodonte puisqu'il était dans la catégorie YouTube où il y avait Kill Tilt. C'est juste pour dire, les catégories, ces awards, je trouve qu'il y a des trucs qui sont quand même problématiques dans la catégorie francophone aujourd'hui, de pas mettre le meilleur streamer, en tout cas celui qui fait les plus grosses audiences. Pour moi, c'est un problème, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas dépendants de l'activité qui sont pas mis en avant à leur juste valeur. Alors, c'est pas grave, c'est juste une édition. Ça empêche pas que ceux qui ont été élus font du travail et c'est bien de les mettre en avant. Mais pour moi, ça fait partie des trucs qu'il faut améliorer pour les années suivantes si tu veux garder de la crédibilité, quoi. Pour le coup, là, le vote était accessible à tous. Donc, certes, la shortlist, on l'avait remise en cause il y a 2 semaines. Mais par contre, là, sur le fait des votes, c'est les gens qui se sont impliqués, qui ont élu cette chaîne, telle chaîne YouTube ou tel joueur de l'année. Mais du coup, on peut pas remettre ça en cause, quoi. Ouais, mais si, parce que si tu mets trop de nominés, par exemple, déjà, tu sais qu'il va y avoir un éclatement de vote entre certaines communautés, entre certains groupements volontaires. Enfin, tu vois, tu peux influencer le vote d'une certaine manière. Hein. La démocratie n'est pas parfaite. Mais oui, c'est sûr que c'est un vote populaire malgré tout. Donc, c'est pas un vote vendu, quoi. Ouais, je sais pas. En tout cas, ça laisse poser le débat et je pense que ça peut être sympa d'en débattre pour l'industrie globalement et de savoir s'il y a des choses qui sont à améliorer ou pas. Et je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il y a peut-être des choses à discuter. Ouais, très bien. Moi mon actu, c'était plutôt le retour du King 5. Je suis vraiment un énorme fan du King 5. C'est vraiment un des trucs que j'ai découvert. Ça s'est pas vu l'année dernière. Pardon. C'était moi le meilleur de l'équipe, je te rappelle. Tu veux que j'affiche les scores. mais ouais, moi j'adore ça, quoi. Bon, le gain est sympa, évidemment. Tout le monde part à Vegas pour les premières équipes. Mais bon, je crois que tu as 6000 ou 10 000 équipes, je sais plus en termes de nombre. C'est monstrueux. Donc ça paraît très loin de vraiment gagner quelque chose et que ton temps investi soit intéressant. Mais moi j'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait ça avec des gens que j'appréciais, des équipes sympas. J'ai passé un bon moment à jouer
les étapes. Et je trouve que c'est vraiment un des events Winamax, moi, avec le Winamax Poker Tour waouh, quoi, qui réunit beaucoup de gens, quoi. Là, j'ai des potes qui m'ont envoyé le truc. Le King 5 reprend. Ça te dit, on monte une équipe. Il y a Trizy qui a remis un petit message dans le groupe. Et hors de question qu'on le reprenne. Enfin, voilà, c'est hyper cool, quoi, tu vois. Ça crée beaucoup de... Je sais pas, moi, ça fédère des gens autour du poker. Je trouve que c'est un truc en team. J'adore ce truc-là. Ouais, tu vois, mais rien que par... on peut rappeler ce que c'est, non peut-être. Ouais, il y a peut-être des pour gens ceux qui qui doivent pas connaissent pas, connaître. effectivement, ouais, vas-y. Ouais, bah c'est un championnat par équipe, donc par groupe de 5, comme son nom l'indique, King 5. Donc on est par groupement de 5 joueurs. On joue chacun un tournoi dans un lobby différent. Les 5 joueurs ont un tournoi différent. Et ils vont avoir un classement, ils vont marquer des points selon leur classement et selon le nombre des éliminations qu'ils ont faites. Et ensuite, il va y avoir les points qui vont s'accumuler entre les joueurs. Et puis, selon le classement de l'équipe, on est qualifié au tour suivant. Et il va y avoir plusieurs essais pour se qualifier au deuxième tour. Puis ensuite, au deuxième tour, il y aura plusieurs essais pour le troisième, etc. etc. Et à l'arrivée, il y a les 200 premières équipes qui gagnent quelque chose. Je crois que c'est un truc du style 50 € par joueur, le min cash pour la 200e équipe, etc. Puis ça va en montant au fur et à mesure. Et 5 à 8e place, c'est Package Live Winamax. 3 et 4e, c'est un tournoi à $1000 des WSOP. Deuxième place, c'est 5 packages pour un tournoi à $5000 des WSOP. Et l'équipe numéro 1, les grands gagnants, le groupe de 5 sera qualifié pour le main event des WSOP et un package avec un petit peu des frais et tout, quoi. Voilà. Enfin voilà, moi c'est mon petit coup de cœur là. Ça reprend le 3 février, ça va être super sympa. C'est une promotion qui marque l'année poker personnellement, en tout cas en France. Et d'ailleurs, il y a une petite particularité cette année, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un nouveau format qui est sorti récemment sur une petite room française et du coup ils ont décidé de l'appliquer au King 5, ça s'appelle les Space KO et donc du coup il y aura une bonification du nombre de points, en éliminant des joueurs il y aura les Space KO et donc du coup ça va certes rajouter une part de variance mais du coup ça va aussi... On a notre chance cette année, on a notre chance. C'est ça, ça va rajouter de la variance mais du coup je pense que c'est une thématique qu'on aimerait bien approfondir et qu'on fera sans doute dans 2 semaines parce qu'il y a pas mal de choses à en dire je pense dans les stratégies notamment quand on approche de la fin du classement sachant qu'il faut rapporter le plus de points possible. C'est un peu une sorte de format satellite à mi-chemin entre un truc. Enfin, il y a quelque chose à réfléchir. Donc, on va essayer de bosser ça pour vous présenter un épisode consacré. Oui, Flav. J'allais dire teaser. L'épisode dans 2 semaines, vous allez avoir des conseils sur comment vous qualifier sur le King 5 par des joueurs qui n'ont jamais passé le round 1. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai, ça. C'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas des historiques King 5. Je sais pas pour toi, Adri, tu le joues depuis longtemps ou pas ? Je préférais dire que je le joue pas, mais ça fait 4 ans que je le joue avec la même team de losers. Et l'année dernière, on doit le dire, c'est une paire qui peut être impressionnante. J'espère que vous êtes assis. On a passé le round 2 du coup, et on s'est arrêté là. Voilà. Mais pour autant, dès que la news est sortie, on a voulu refonder l'équipe parce qu'on adore passer des soirs en vocal, à rigoler, à dire des conneries et à s'engueuler quand il y en a un qui fait une erreur. Donc c'est vraiment avant tout un des bons moments qu'on va passer sur le mois de février, plus qu'une réelle performance qu'on va aller chercher parce que on va pas se mentir, avec le nombre de joueurs qu'il y aura, ça va être très très difficile de sortir du lot. Pas essayer de regarder l'équivalence en buy-in, levé, tout ça, voilà, faut juste kiffer, quoi. J'ai vu dans la news d'ailleurs, je la lisais ce matin en plus, c'est marrant, mais du coup que la team qui a gagné la dernière, il y avait Florian et Erwan Pêcheux. Florian Bouchefond et Erwan Pêcheux. C'était que des règles dingue, qui ont gagné. C'était une team de règles qui a... Je me demande s'il n'y a pas Pierre défoncé le Merlin, fil, il n'y avait pas Alban, je crois, enfin il y avait que des règles, quoi. Ouais, je crois qu'il y avait Pierre Merlin. Ça serait énorme que eux viennent intervenir pour vous donner peut-être les tips pour gagner le King 5, quoi. Ce serait plus pertinent que Flavien qui joue le King 5 sur son téléphone au resto ce matin. Je pense que le round 1, ils l'ont joué comme ça, tu sais. Ouais, c'est possible. Ok. Bah écoutez, si ça vous va, les gars, on peut passer à l'actu principale, enfin à la thématique principale, avec un petit bilan des Winamax Series. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Par quoi vous voulez commencer ? On le fait d'un point de vue personnel puis global ? Allez. Bah, tu sais quoi, je vais ouvrir le bal parce que c'est pour moi que ce sera le plus rapide parmi nous trois, puisque je suis celui qui a le moins joué. Ça faisait partie de mes objectifs de beaucoup jouer ces séries-là. Et il s'avère que j'ai pas vraiment beaucoup pu. Déjà, bon, je vais pas me rentrer sur le terrain longtemps, mais problème perso, mais aussi et surtout que je fais beaucoup de sport également. Et en ce moment, je suis très fatigué. Donc j'ai un rythme de vie où j'ai du mal à concilier le fait de jouer tard au poker. Je suis un petit peu un lève-tôt en ce moment. Voilà. Et j'ai décidé que je ne changerai pas spécialement mon rythme à ce moment-là. Donc je continue dans la même lignée. Et ce sera je fais une synthèse de ce que vient de dire Flavien. Flavien, excusez-moi, je suis maintenant dans la Yes Life. Je me lève à 6h, je bouffe des graines et je fais une série de 100 pompes. Donc ça ne laisse pas de place pour jouer sur ordinateur. Je ne mange tard pas dans de la graines, soirée. pour citer certains. Et c'est une Yes Life à 8h30 du mat quand même.
Mais par contre, c'est vrai que ça fait des difficultés à finir à 2 heures les tournois. Non, mais c'est vrai que faut pas oublier, c'est comme les gens qui travaillent pendant les séries. Je sais pas comment ils font pour jouer autant. Moi, là, j'ai réalisé que je ne pouvais pas. Donc, plutôt que mal jouer, parce que ça se couplait avec d'autres problèmes perso, plutôt que de mal jouer, j'ai décidé de peu jouer. Et il s'avère que j'ai fait 3 sessions, tout simplement. Ce qui est vraiment mon plus faible chiffre depuis très longtemps. Et surtout, j'avais beaucoup d'attentes parce que l'année dernière, les séries, ça avait quand même été un des points d'orgue de mon année. Hein. J'avais fait 3 Winamax Series de folie, quoi. J'en avais gagné à chaque édition quasiment, les Million Event, tout ça. Donc, mais bon, c'est comme ça. Allez, vas-y, Adrien. De mon côté, j'étais bien moins bien installé que j'ai pu l'être en septembre, où j'étais parti du coup à la montagne avec un ami, on était dans les meilleures conditions. Là, j'étais avec tout ce que ça implique. Du coup, la préparation et l'environnement n'étaient pas le meilleur, mais pour autant, j'ai su réguler justement ma façon de jouer, continuer à faire du sport, gérer aussi mes buy-in, etc. Donc, je suis content globalement, mais ça fait plusieurs mois que je me traîne un sentiment d'illégitimité et un niveau T. Donc, c'est quelque chose qui m'a trotté dans la malgré ça, j'ai encore eu la chance de faire un back-to-back Détroit et table finale du 250 Master Championnat. Donc, pour 11. Donc, ça, c'était très très bien. Ça arrivait en milieu de series, et pour autant, j'ai réussi à tout drop à la fin et à finir à moins 1000 ou à moins 2000, ce qui à la BI, donc l'average buy qui était de 50-60 euros, au final c'est quasiment rien, quoi. Donc je m'estime heureux de ne pas avoir perdu d'argent vu les conditions à la préparation dont j'avais fait preuve pour les séries, et voilà, je suis content d'en sortir. Et toi, Chauve? Moi, j'ai dû faire 7 sessions sur les 11 jours, je pense, de séries. Pas mal de fatigue, moi, après les vacances prises pour les fêtes, qui sont pas vraiment des vacances quand t'as des enfants, pour ceux qui partagent cette expérience de vie, puisque du coup, tu es full-time avec eux, tu as la famille, tu manges, tu bois un peu plus tard, etc. Donc, on a bien profité, mais c'est vrai que je suis arrivé, moi, en début d'année, très fatigué, et du coup, j'ai géré mes séries. J'ai pas fait trop de tables, j'ai fait des sessions à max 12 tables, et souvent, j'avais 8 tables, quoi. Et ça m'allait très bien, j'étais confortable avec ça sur le moment. Je crois qu'avec les re-entries, ça donne quelque chose autour de 220 tournois quand même, mais rien de spécial. J'ai des petits deep runs, j'ai fait des 20e places, j'ai fait un D3, j'ai fait presque de close D3 aussi du Flight 50. Mais voilà, je finis à 3-4K de down, sans avoir vraiment vibré sur un truc incroyable, un titre proche, une TF ou un truc comme ça, quoi. Mais moi, j'aime toujours jouer ça. Les séries, c'est vraiment un moment marquant de l'année online. Et ouais, je prends beaucoup de plaisir à jouer en tout cas. Voilà, je l'ai fait dans mes conditions et j'ai quand même pris beaucoup de plaisir et ça m'allait comme ça. Et puis, ça sera pour la prochaine. Il y a un truc, enfin, je vais pas vous assommer avec les mathématiques, mais quand on joue 200 tournois à BI 50, ça veut dire qu'on met 10 000 de buy-in grosso modo, si je suis pas trop nul en maths. Moi, j'ai joué, je pense que toi, tu as joué un peu plus, Adrien, mais grosso modo, ça fait ça. Et si on joue 10 000 de buy-in, même si on joue avec un ROI correct, imaginons tu as 30-40% de ROI, parce que c'est des séries, bah, en réalité, tu es supposé gagner 3-4 000 balles en moyenne. Donc, vu qu'il y a des fois où on va faire plus 20, bah, la réalité, c'est que pour faire plus 4 en moyenne, il va y avoir beaucoup de fois où on va faire moins 2, moins 1, moins 3, etc. Donc, c'est hyper logique et c'est pour ça que, bah, vous voyez, Robin et Adrien sont pas spécialement déçus de leurs résultats, même s'ils sont pas à la hauteur de ce qu'ils auraient été en moyenne. Donc voilà, c'est important de parler un petit peu de ce point en variance là. Et juste, je termine ce propos. Ce dit en passant, je suis donc celui qui est le plus gagnant parmi nous 3 sur ces Winamax Series, puisque je suis gagnant de 500. Voilà. Voilà. Le boss. Et donc pour revenir à des notions de collège, de mathématiques de collège, je pense que le résultat médian chez les règles, donc si on prend toutes les valeurs, donc je sais pas, il y a 300 résultats de règles, le résultat 150, ça va être un résultat perdant. Donc effectivement, la plupart du temps, on va faire un résultat négatif, et c'est les fois où on va faire des gros one times ou des gros two times dans le cas de Flavien sur le 5 million event, qu'on va générer justement des séries positives qui vont venir contrebalancer la plupart des fois où on fait des résultats négatifs, quoi. Donc c'est important d'avoir du recul là-dessus, et en plus il faut aussi être réaliste maintenant, vu la taille des fils qu'il y a eu, l'affluence qui a été record et le nombre d'événements, il y a peu de chances quand même de s'en sortir bien en termes de titres et financièrement, donc faut pas avoir des trop grosses attentes, sinon on peut être que frustré, quoi. Et pourtant, certains ont tiré leur épingle du jeu sans transition, bonjour, parce qu'il y en a qui ont gagné plusieurs titres Winamax Series. On a eu un vainqueur, il y a eu un triple vainqueur durant ces séries, j'ai vu ça dans le vainqueur du leaderboard, c'est une folie, je ne sais pas qui c'est. Enfin, personnellement, je ne sais pas qui c'est, je connais le pseudo, mais 3 titres Winamax Series, c'est quand même une sacrée dinguerie. Il faut avoir mis un paquet de buy-in, j'imagine aussi. Il faut avoir joué tous les tridents en fin de soirée, je pense. Mais nocturne ouais, aussi. c'est ça. Donc 3 titres Winamax Series, il y en a eu plusieurs qui ont gagné 2 titres.
C'est qui Euh, 3 titres? T'as pas dit le pseudo? Ah, je peux le retrouver si tu veux. Je Ah, crois je que pensais que tu c'est l'avais, désolé. Hatchastature. C'est Ah, le ça me dit vainqueur vraiment du rien pour le coup. leaderboard. C'est le vainqueur me du dit rien. leaderboard qui a vraiment mis une pignée au second. Hein, qui lui a mis, il a 373 000 points, le deuxième, il a 290 000. C'est vraiment énorme comme écart. Hein. Pour regarder un petit peu les leaderboards des séries assez fréquemment, notamment l'année dernière, il n'y avait jamais autant d'écart. Quoi. Qui était Donc, le numéro 1 du leaderboard l'année dernière? En janvier, Ouais. c'était la bamboche, il me semble. Non, c'était pas toi, si? Ah si. Ah si? Ah, tu l'as- Ah merde. Ah mais Ah, je attends, pense- mais c'est... Ah merde, mais je C'est pensais énorme. que c'était un troll. Ah non, je pensais pas à toi, je pensais à la personne qui avait gagné 2 séries, dont notamment le Sunday Surprise, qui lui avait fait toutes ses séries en Le free mec, roll. il avait pas gagné, c'est moi qui avais gagné. C'est toi qui avais gagné, putain, malgré ça. non. C'était Token Ah oui, parce Token. que j'ai fait table finale s'était régalé. du 5 million event à la fin, donc je l'ai rattrapé. Voilà, c'est Ah bah trop- je croyais que tu me tendais Je t'ai- un Je brag. t'ai tendu une tu perche sais, pour brag, mais malgré perche moi, de tu vois. brag. Toi, tu l'as bien Non, saisi non. par contre. Mais c'est Non, ça, moi, quoi, je ce l'ai gagné, leaderboard, les gars. Il y a un truc à gagner à la fin ou... Non, De- il y a rien malheureusement. Rien du Et, tout. Flatter son Y a ego, rien. de l'estime. C'est dommage, ça, quand même. C'est dommage, je pense qu'en plus Avoir pas un ça petit trophée ou... bah, il y aurait un peu d'émulation, je Mm. pense. Donc, ouais, c'est dommage. C'est vrai. À une époque, ils faisaient quelque chose. Je sais que je leur en ai parlé l'année dernière. Quentin Rousset, maître oiseau, qui avait gagné le leaderboard aussi, leur en avait parlé. Et ils étaient plutôt d'accord sur l'idée qu'il faudrait qu'ils fassent quelque chose, mais ça n'avait pas l'air d'être une priorité Ok. là maintenant tout de suite Ah ouais. de se pencher dessus. Mais on espère. Voilà. Donc, ouais, il y a eu plusieurs doubles vainqueurs également, puisque le Bordelais a gagné deux séries. Et il y a eu Poker Yamo aussi, il y en a eu plein je crois qu'il y en a eu 4 ou 3 qui ont gagné deux séries. Je ne sais pas si vous voulez revenir un peu sur les titrés ou si vous voulez enchaîner sur la composante Space KO qui a été un petit peu Alors avant de passer au également. Space KO, il y a juste une petite initiative que j'aimerais souligner, qui était la création du challenge Ace 5 par un membre de Club Poker qui en fait s'est entre guillemets embêté à recenser, déjà à former des équipes. Donc par exemple il y avait une équipe Stream Gang, une équipe Kill Tilt, une équipe Nutser, etc. Il y avait une dizaine d'équipes et du coup chaque jour cette personne recensait les résultats de la veille et créait un leaderboard, ce qui crée une petite compétition. Malheureusement je regrette que ça n'ait pas été plus, j'ai pas contribué pour autant d'ailleurs parce que j'ai pas reposté, mais que ça n'ait pas été plus comment c'est quoi le mot que je cherche, Relayé. Ah, ça n'a pas été push, Plus- hein, tout simplement. ouais, plus Ça a pas été relayé, médiatisé, et pourtant l'initiative est super sympa et je pense qu'il faudrait peut-être ajouter un petit enjeu, quelque chose comme ça, mais ça peut être sympa de créer une compétition. Il y avait d'ailleurs Z-Chance qui avait fait ça il y a 2-3 ans, qui avait fait le même format et je trouve ça très très cool, ouais. Mais Adrien, on est les principaux responsables de ce manque de En le relais, disant, parce je me que suis ça- dit, tu ça- t'en ça bats. aurait dû être nous. Mais non, mais Ouais, c'est vrai, clairement. c'est vrai. Et moi, j'avais prévu de beaucoup le relayer. Mais il s'avère que vu que le hasard a fait que j'ai beaucoup moins joué, bah, j'ai beaucoup moins relayé. Mais la réalité, c'est que je suivais quand même sans trop jouer, je regardais le classement, tout ça. Je crois que c'est d'ailleurs la team Grindhouse qui a gagné. On en reparlera un petit peu après la Grindhouse, suite à la victoire de Cyril. Ouais, Dans le mais high par five. contre, il y avait 2 autres personnes effectivement qui avaient marqué une tonne de points puisque c'était colorié. C'était donc Poker Yamo qui est un ami proche, mais également le Bordelais qui a encore une fois perfait, qui d'ailleurs avait posté son bilan de l'année dernière juste après les séries, où il avait fait une belle année à 100 000 euros sur le poker du point .fr, donc c'est un gros GG à lui. Poker Yamo, tu le connais du Canada? Je le connais du Canada et Ok, il est ok. originaire de France à côté de chez moi. Et en Ouais, fait, non, ça mais fait- je sais. Bah, il est dans ma team quand même, tu sais, mais je sais qui c'est. Mais... je je sais pas que tu le même, connaissais, tu vois. je sais même les insides et en fait c'est bref, je vais pas en dire Ok. plus mais on sait tout et donc ouais donc les meilleurs en termes de résultats sur ce challenge. Donc il y a en premier il y a la team Grindhouse, ensuite la team Nutser, ensuite Poker Skills en troisième et d'un point de vue individuel c'est Random User en la personne de Cyril, donc Cyril Fabre qui s'appelle je crois, Exactement. de la Grindhouse, donc un ami de Z-Chance, Roigny et Marc. Ensuite en second Poker Yamo, en troisième le Bordelais et en quatrième Fishing Chips, je connais pas, je sais pas si tu connais. Ça me dit rien. Et cinquième Fish and Chips, donc apparemment il faut avoir le mot fish dans son pseudo pour être dans le top 5. Moi, j'aime beaucoup Un ces jour- initiatives-là, perso, tous ces trucs de team, de contest, de challenge. Mais c'est vrai que j'en ai pas trop entendu parler, à part sur les stories du Bordelais, quand il faisait les updates classement. Mais c'est peut-être juste un lancement, et puis du coup, si ça a plu, ça sera repris sur les prochaines séries, et je trouve ça très cool, ouais. Je trouve ça très cool que ça soit mis en place. Tout ce qui crée un peu d'émulation, c'est cool. Mois d'avril, promis, cette fois, on essaiera avec Adrien de se bouger. Pour essayer de gagner déjà, mais aussi pour essayer de relayer tout ça, quoi. Ok, trop cool. Qu'est-ce que vous voulez parler d'autre sur les Winna Series, Token. la Grindhouse, oui, les token. tokens? Je pense qu'il y a des choses à dire en termes de token, et puis ensuite on pourra parler Grindhouse. Ouais. Mais je sais pas quel est votre ressenti, mais alors déjà, évidemment, l'impact des Space KO qui diminue globalement le niveau, c'est une chose, ça augmente
le rake effectif, mais ça diminue le niveau global. Et j'avais eu une impression en janvier l'année dernière que c'était la folie parce que c'était nouveau. C'est pas retombé. C'était toujours la folie, c'était toujours n'importe quoi. Un an plus tard, ce qui est plutôt encourageant. Typiquement, j'ai pas vu beaucoup de situations où un joueur raise, 2 joueurs appartent à tapis, le joueur qui a raise passe. C'était une sorte de règle un peu implicite au poker de Space KO, c'est que dès lors que tu as relancé qu'il y a 2 joueurs à tapis, tu dois forcément aller faire la police. Exactement, c'est hors de question que je te laisse toi le piquer le KO à lui, donc je viens. Voilà. Donc c'est un peu une règle de base dans les Space KO, il faut y aller. La camaraderie. Et non, en dehors du niveau, on avait eu on n'avait pas eu beaucoup de gros tokens l'année dernière, en janvier, de mes souvenirs, mais on avait eu un giga token avec Wild Champion, vous vous rappelez, avec les 700K là, sur un 20€, donc il avait pris 350. Donc c'était le plus gros gagnant de l'année dernière, si je dis pas de bêtises, encore à la fin de l'année, tellement il avait pris un gros KO. Et on a eu moins de giga gros KO sur ces séries, mais on en a eu beaucoup. Non, mais on n'a pas eu un 700K, on n'a pas eu un 500K, mais on en a eu beaucoup de très conséquents. Voilà. Et on avait des news tous les jours, il y avait une news avec un gros KO quasiment qui était tombé sur un tournoi, etc. Là où l'année dernière, c'était beaucoup plus épisodique, c'était arrivé une fois ou deux et c'était plus gros, entre guillemets. Donc ça a un peu plus dicté, ça a un peu plus impacté, autant, je vais dire médiatiquement, mais même juste en termes de suivi. Tu vois, genre quand tu vois qu'il y a un gros token qui tombe, bah tu ouvres la table, tu mets sur le côté et tout. Donc on se retrouve beaucoup plus souvent à avoir suivi cette dynamique de Space KO là, je trouve. Je sais pas si c'est votre cas. Est-ce que c'est pas lié au fait qu'on a que des Space KO sur les grilles quasiment? C'était le cas l'année dernière aussi. Franchement, je pense que la proportion a augmenté. Sur l'année, il y a pas mal de tournois mythiques qui ont été convertis au format Space KO. Donc effectivement, vu que le nombre augmente, la proportion de Space KO augmente. Mais je pense aussi que ça a très très bien run. Et c'est quelque chose qui a été confirmé par Ponspé et Londam qui couvraient justement ce détroit des flights depuis les studios de Winamax à Paris. Et ils disaient que ils avaient eu l'information comme quoi, suite au gros token qu'il y avait eu notamment sur le Legacy, donc qui est le nouveau nom du Million Event, et le 5 Million Event, et bah du coup, entre guillemets, la cagnotte des Space KO était repassée en négatif pour Winamax. Donc autrement dit, le field et la population a overrun sur les Space KO, c'est-à-dire qu'il y a plus d'argent qui a été distribué que ce qui a été collecté par Winamax. Finalement, le rake était plus faible. Et voilà, c'est ça. Et du coup, non, moi, c'est vraiment un sujet qui est qui est hyper important du fait de ce que ça implique, notamment peut-être une diminution du niveau de jeu, comme tu le disais, Flav, où ça a beaucoup plus gamble, etc. Ça ramène de nouveaux joueurs. Mais j'ai des amis reg qui, pour eux, c'est une catastrophe entre guillemets, parce que du coup, ça va faire que l'argent va sortir du pool. Quand quelqu'un va prendre une prime à 60K ou à 200K, c'est de l'argent qui ne va pas être misé derrière. Et donc, du coup, ça va moins faire circuler entre guillemets les liquidités. Donc, il y a plein d'aspects, à mon avis, à intégrer. Mais c'est pas juste une question de doigt mouillé. Je pense qu'il faudrait faire des études mathématiques et statistiques pour voir comment ça impacte le ROI, la variance, quel volume il faudrait faire pour lisser si on veut espérer prendre un token légendaire. Parce que si on prend pas de token légendaire, est-ce que du coup, on underrun pas toute sa vie? Enfin, il y a plein de thématiques par rapport à ça, je pense. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a amené beaucoup de personnes et que ça a augmenté la taille des fields. Et du coup, la variance par défaut, et notamment sur les séries, je trouve qu'on a eu des séries avec des fields monstrueux. Alors, moi, c'est mon ressenti sur la plupart des tournois que j'ai joués. Il y a des énormes fields, quoi. Donc, j'ai pas de stats ou de chiffres précis de Winamax pour confirmer et infirmer ça. Et en tant que ressenti, vraiment eu ce sentiment-là, quoi. Alors, on est en janvier aussi, c'est les plus grosses séries de l'année, quoi qu'il arrive. Mais ouais, j'ai vraiment eu le sentiment. Si tu compares le 125, je crois que c'est le même price pool que l'année dernière, quasiment en janvier. C'était genre 5,8 millions et t'es pas loin d'atteindre les 6 millions. Alors, deux choses. En termes de nombre d'events, je crois qu'on a fini vers 340 events. Il y a quelques années, on s'arrêtait à 250. Donc déjà, il y a une plus grande offre. Et en plus de ça, il y a un nouvel event que j'ai découvert uniquement au Détroit qui s'appelait l'Infinity, c'est ça? Le 1 euro. 100 € là? Ah non, un flight à 1 euro apparemment. Et Et vu que j'ai la case décochée, je savais pas que ça existait, mais du coup il y a un nouveau flight qui a fait son apparition, en plus du Giant, du High Five, du Colossus, du Legacy et du 5 million event quoi. Mais c'est vrai qu'ils font vraiment rêver ces gros flights, ouais. Ouais. Et tu vois, c'est marrant parce que le 125 million event l'année dernière, le 3, 5 million, tout ça, il y avait très peu de gros KO en late game. Et là, cette année, le 125, là il y a 10 jours, il y avait plein de KO légendaires de partout à 100 left. Il y a un mec qui a pris 120K et tout, enfin, il y en avait de partout. Donc c'était très particulier. Et pourtant, quand tu regardes le payout final en TF, les sommes sont identiques quasiment à l'année dernière en termes d'argent pris par les gens du top 7.
Ce qui signifie que ça n'a pas beaucoup influé. Après, ils ont roll down, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de robots minimales après les légendaires. Mais toujours est-il qu'il y a eu plus d'argent qui a été distribué du coup entre la 20 et la 100e place avec des KO gigantesques. Mais ça n'a pas influé finalement l'argent qu'il y avait à la gagne ou sur le top 6 à la fin. Voilà. Okay. Et je pense qu'il y a justement par rapport à ces tokens légendaires, excuse-moi Robin, je t'ai coupé, il y a une dynamique à travailler parce que effectivement quand on a un token légendaire sur la tête, c'est un KO qui vaut souvent plus que notre stack et donc du coup ça implique pas mal de choses d'un point de vue technique et stratégie et c'est quelque chose qui à ma connaissance n'est pas encore poussé et travaillé à fond et du coup c'est compliqué de savoir comment réagir dans cette situation. On s'imagine qu'on peut vouloir beaucoup open shove si les joueurs en face comprennent et que du coup ils vont call suffisamment. Est-ce qu'il y a une stratégie de limp à mettre en place? Je pense qu'il y a quelque chose à pousser là-dessus, ouais. Très intéressant. Je pense qu'on aura l'occasion peut-être de reparler sur une thématique principale, un de ces quatre, parce que ça vaut le coup. Est-ce qu'on Il nous parlerait reste pas un sujet, je crois. La Grindhouse. Exactement. Et voilà. Les grands esprits se rencontrent. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, si vous l'avez suivi. Quelle est votre consommation de la Grindhouse? Je rappelle que c'est quelque chose qui est organisé par Juanito et Zchance, qui sont deux streamers francophones, qui organisaient ça une fois par an, si je ne dis pas de bêtises, en général sur les séries de janvier. Ils ont avec eux Marc et Cyril, qui sont là d'office, et ensuite ils invitent un invité tous les ans. Donc là, c'était Virgile. Turquie. Qui est très gros reg online et en plus qui fait pas mal de circuits live, notamment EPT, etc. et Vegas, qui est un proche de Julien Sidbon. Vous, Dumtrip et Flavien, du coup, comment vous consommez cette Grindhouse? Est-ce que vous l'écoutez? Toi, Dumtrip, je sais que tu streams en même temps, donc c'est peut-être plus compliqué. Dites-moi ça. Alors moi j'ai quand même pas mal consommé, c'est un contenu que j'adore. Il y a quelques années j'étais encore entre guillemets de l'autre derrière l'écran, c'est-à-dire que je regardais beaucoup de contenu poker et notamment Zchance, donc la Grindhouse j'ai toujours suivi. Et même encore cette année en streamant etc, j'avais le stream sur le côté. J'ai pas regardé tous les jours mais ouais, au minimum un jour sur deux. Et ce que je tiens particulièrement à souligner c'est la qualité des réels qui a été produite et notamment l'invitation de Ted Etienne qui a créé du contenu qui pour une fois s'éloignait du poker. On était sur quelque chose d'humoristique, de scénarisé et un énorme big up pour ce qu'il a fait parce que du coup ça a redonné du peps justement à la Grindhouse qui n'avait pas de résultat cette année-ci jusqu'à la fin. Et donc du coup certes il y avait bonne ambiance, il y avait du contenu qui était créé, mais l'arrivée de Ted Etienne a créé un truc. Et là où ils ont eu de la chance, c'est que dans le scénario justement ce reboost, vu qu'il est venu en tant que coach militaire un petit peu pour essayer justement de remotiver les troupes, avec Zchance qui essayait de le soudoyer, et bah c'est que ça a fonctionné puisque derrière il y a eu l'énorme perf de Cyril, donc je trouve que c'était une très très grande réussite. Et en termes d'audience c'était record, hein. C'était des plus de 2000 viewers chaque soir sur du poker en France, c'est quelque chose de colossal vraiment et franchement un grand bravo à eux et un grand bravo à Winamax aussi de soutenir ces projets là parce que du coup ça permet de faire vivre le poker et démocratiser aussi, voilà. Toi Flav, tu consommes ça comment? Je consomme pas trop en fait de stream poker malheureusement parce que quand je joue au poker j'ai pas envie d'avoir un écran poker à côté. Ça c'est une règle que j'ai en général, c'est que si j'ai beaucoup de tables, je mets de la musique, et si j'ai très peu de tables, je m'autorise complètement d'avoir quelque chose à côté. Je suis pas un nazi avec ça, mais pas de poker. Je veux avoir autre chose systématiquement. Donc je consomme pas trop, je consomme en décalé souvent. Je vais regarder un peu plus tard si y a eu un moment qui m'intéresse, que je trouve cool, je vais regarder la dernière heure, des choses comme ça. Donc je vais regarder en différé. D'ailleurs c'est marrant parce que j'ai streamé pour la première et peut-être dernière fois de ma vie durant ces Dernière fois. Et non bah c'était pour Kill Tilt et du coup c'est marrant parce que je vois à quel point c'est dur, putain, qu'est-ce que c'est dur de parler aux gens, de regarder ses tables, machin truc. Qu'est-ce que c'est dur, il s'est connecté pour la première fois en tant qu'entre guillemets amateur du streaming, il a fait 1500 viewers et les autres streamers qui cravachent 50 jours par semaine, et ben ils sont passés à 300 viewers. Voilà, regardez qui je montre. Ils sont revenus à la fin du stream, j'ai pas streamé longtemps. Ouais, non, mais je trouve ça horrible, j'ai l'impression de. Ouais, c'est terrible. Bref, j'ai pas envie d'en reparler, ça réouvre une plaie en moi. Non, mais en vrai, c'est dur, c'est vraiment dur de streamer, de réussir à être concentré sur ces tables. J'ai mis tellement de spots de partout, j'étais là, mais putain, mais c'est trop dur. Mais pour revenir au fait de consommer ou non du contenu, moi j'ai beaucoup consommé les réels. J'ai beaucoup consommé les vidéos de Bonjour Baptiste. Et c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup les années passées. Et je crois que c'est beaucoup Rouani qui a fait notamment. Mais c'était top le travail de réel. Hein. Donc grand bravo à eux, c'était trop cool à suivre. Tu les as vus, Robin? Non, moi j'avoue que j'ai pas trop consommé
je suis un peu comme Flavien quand je joue au poker, j'aime pas trop avoir de contenu poker en même temps parce que j'ai pas l'attention qui est focus dessus. Je Ok. mettais en fin de session souvent pour écouter plus que regarder, pour avoir les infos, savoir ce qui se passait. J'aime bien suivre quand même l'actualité du poker de façon générale et la Grindhouse, pour moi, c'est un des trucs les plus gros qui se passe en cours de series. Donc voilà. Et Mais après, même les à reels, contre-temps. Va voir les réels. Ouais. Même à contre-temps, Ouais. tu vas kiffer, tu vois. Tu vas Ouais, voir, ouais, t'en vas voir sûrement, deux, ouais. celui où ils disent qu'ils sont nuls et qu'ils appellent quelqu'un, ils pensent qu'ils vont avoir Mathéos, et ensuite le deuxième où justement il y a la solution qui arrive, c'est exceptionnel. Mais j'ai aucun doute que Baptiste fasse des trucs super. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait, en tout cas avec les vlogs qu'il avait commencé au début quand il arrivait sur la scène poker. Donc en plus avec voilà, le contenu qu'il y a à faire sur la Grindhouse. Moi je voulais juste parler aussi des petits problèmes de strike qu'ils ont eu en début de Ah ouais. Grindhouse parce que ça a fait très peur quand même, je trouve. Eux, ça a dû être très dur. Moi j'ai pensé du coup tout de suite aux streamers, notamment à Juanito et à Zchance. Je me suis dit putain, tu prépares ton projet parce que c'est un travail de fou quand même. Ils font Mhm. ça une fois par an. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi ça forcément, mais du coup, c'est une fois par an. Je pense qu'il y a entre le choix des invités, la préparation, le setup, les négos avec Wina, c'est minimum 2-3 mois de travail, je pense, où tu es focalisé dessus. Et encore, ça se trouve, c'est plus. Je sais pas à quelle intensité, mais c'est monstrueux. Eux, ils vont jouer beaucoup d'argent, notamment le premier dimanche des séries où, honnêtement, tu joues au minimum pour 5 000 euros quand tu joues une bonne partie de la grille, et notamment le 1K. Et si ce n'est pas 7-8 000. Et ce qui s'est passé, du coup, je crois que c'était sur le stream de Zchance, il y a eu un strike sur YouTube au bout de 1 ou 2 heures de stream, je crois. Donc, c'est-à-dire que son stream a été cut en plein lancement. Il y avait peut-être 2000 viewers déjà. Euh, ouais, franchement, moi, c'est ce que j'ai un peu envie de mettre sur cette grille-là où j'ai l'impression qu'ils sont passés par des ascenseurs émotionnels. Le début a été pas catastrophique parce que le contenu était là, le travail était là, mais il y a eu une vraie frayeur et ils finissent quand même en beauté avec la victoire de Cyril. Je trouvais que l'arrivée de Ted Etienne, ce que tu disais, etc., je l'ai ressenti un peu de loin quand même. Et, euh, et ouais, je trouve que c'est pas si évident de produire du contenu poker en ce moment, quoi. Et c'est un peu dommage, quoi. Surtout qu'il y a a priori pas de raison factuelle de la part de YouTube, puisque le strike a été enlevé le lendemain, etc., etc. Mais bon, voilà, pour rappeler ce qui C'est s'est plus passé. compliqué que ça, et la réalité, c'est que même là, quand on Dingue. pointe ces problématiques-là, il y en a encore plein d'autres sous-jacentes qu'on peut même pas vous dire, que même, ça se trouve, vous connaissez pas exactement, mais il y en a encore Ouais. plusieurs autres derrière. Et quand on pense avoir balayé un problème, c'est un peu l'hydre. On coupe la tête et on voit il y a deux têtes qui réapparaissent, et c'est un peu ce qui se passe avec YouTube en ce moment réellement. C'est que dès qu'on balaye un problème ou qu'on fait en sorte de régler un problème, il y en a deux qui apparaissent. C'est vraiment très très dur. Et en fait, c'est des problèmes d'algorithme, notamment qui catégorisent automatiquement le contenu qu'on produit. Et les choses qui sont automatisées sont pas forcément précises. Et je pense qu'on a, entre guillemets, l'inverse de bénéficier, c'est comment on dit? Bref, on souffre, pâtit, on en pâtit. on pâtit du fait d'avoir une communauté qui est petite, entre guillemets, qu'on fait pas des audiences records, on n'est pas Rocket League, on n'est pas Fortnite ou encore League of Legends, et du coup les moyens qui sont mis pour gérer le poker sur YouTube, sur Twitch ou autre chose ne sont pas à la hauteur des autres jeux qui peuvent exister, et donc du coup on n'est pas, entre guillemets, on a plus des bâtons dans les roues qu'autre chose pour essayer de se développer, puisqu'à chaque fois qu'il y a une nouveauté, ça peut être strike notamment, donc strike, ce qui veut dire donc bloqué et interdit de diffusion, ouais. Voilà. Puis il y a un sentiment d'inégalité en plus, parce que si tu fais un stream et que tu as 100 viewers par exemple, tu ne te feras jamais strike parce que tu vas pas remonter jusqu'au bot quasiment. Donc c'est uniquement ceux qui vont en plus avoir un peu de succès. Et donc typiquement la Grindhouse, ils avaient tellement de monde au début que le bot il a tout de suite détecté quoi. Et il a fait oula vous, c'est parti quoi. J'ai jamais été strike. Faut se poser les bonnes questions. Il attendait que tu gagnes le master. C'est ça. Et ben ils repasseront. Ouais, bon, en tout cas, il n'y a pas de réponse. Mais voilà, je trouve que ça complexifie quand même beaucoup le travail des créateurs de contenu. Et c'est dommage. Je crois qu'on a tout dit, non? Ouais. On est bon, on est tout bon comme Jacques. Ah si, moi je voulais vous faire part d'une petite expérience personnelle qui était désagréable. J'y repense à ce que tu as dit par rapport au buy-in sur le premier dimanche. Moi je me suis emballé sur le premier dimanche, mais en fait c'est juste que j'ai une bankroll qui est plus confortable depuis quelques mois. Et du coup j'ai voulu vraiment jouer tout ce qui me faisait envie, sur lequel je pensais avoir un ROI positif. Donc j'ai buy-in plusieurs 250, je crois qu'il y en avait au moins 5 le premier dimanche. J'ai pas joué le 1K pour autant, mais j'ai dû mettre 2 ou 3 boulettes dans chacun. J'avais l'impression de bien jouer, j'étais content toute la session. Et à la fin, je m'inquiétais vraiment pas de combien ça faisait en buy-in. À la fin j'ai fait moins 4500 € sur
une seule session. Mon ancien record entre guillemets de perte était de moins 2700 et là je vous avoue que j'ai mis 24-48 heures à m'en remettre, c'est-à-dire que mentalement j'étais pas du tout prêt à perdre des sommes pareilles et je me suis dit mais on va où là en fait, là je viens de perdre, il y avait Camille donc ma conjointe qui à ce moment-là a acheté une Twingo à 5 000 €. Je me suis dit j'ai perdu une Twingo sur les sites de poker en ligne en une soirée, donc est-ce que ça a vraiment du sens de miser autant d'argent en ligne quoi, donc Alors voilà. déjà, quand tu commences à comparer les buy-in aux éléments de la vie, c'est toujours très très mauvais signe. Ouais, donc Et j'étais pas ensuite- très lucide. Ouais. Et sinon, il y aurait eu une solution, malheureusement, tu le sauras pour la prochaine fois, c'est que avant les Winamax Series, tu peux préparer tes séries et tu peux, par exemple, écouter le podcast qu'on a sorti il y a un mois. Voilà. Tout à fait. Mais c'est pas juste, enfin c'est pas du hors bankroll, il y avait les capacités de le faire, c'est juste que mentalement j'étais pas prêt à intégrer le résultat qui aurait pu être extrême dans ce cas-là. Je pense que je pouvais pas Mais en perdre vrai, en plus. gestion de bankroll, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que avoir l'ABI, il y a aussi la somme max que tu peux tolérer de perdre en une session, quoi. C'est important de visualiser ça. Moi, c'est un terme que je déteste pour les joueurs pros, jouer au poker. Je pense que tu joues pas, quoi. Tu investis. Quand tu mets tes 5000 € là, c'est pas de l'argent que t'as mis au pile ou face ou à la roulette sur le rouge ou le noir, tu vois. C'est un truc où tu sais que sur le long terme, t'es censé être gagnant. Tu sais que ça va arriver. Tu penses que t'avais un ROI. Si c'est OK pour ta bankroll, OK, tu vois. Et c'est vrai que c'est quand même particulier sur l'approche mentale pour ce terme de jouer pour les joueurs professionnels. Bah à la fois, je trouve que ça peut être dénigrant quand par exemple ma famille me dit tu vas jouer ce soir, si tu sens qu'il y a un regard ou un air un peu particulier, genre ça peut être méprisant, mais pour autant moi c'est quelque chose que je valorise dans le fait que c'est vraiment encore un jeu pour moi et c'est la passion qui me porte. C'est ce qui fait qu'on peut faire un gros volume, etc. Donc c'est encore une part de jeu, même si c'est quelque chose qui est entre guillemets cadré et réfléchi pour savoir tel ou tel montant on doit jouer quoi. Mais si par contre on ramène en termes de buy-in, bah au final 4500 € c'est 18 buy-in d'un 250, 19 buy-in d'un 250 quoi, 18 pardon. Donc du coup c'est pas tant que ça en termes de buy-in quoi, si on prend le buy-in max. Mais bon. Ouais. Voilà. En tout cas, effectivement, je comprends ce que tu dis. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi de façon d'avoir ce sentiment-là, de m'emballer par rapport à ce que je pense c'est être prêt à perdre. Mais en fait, tu te le dis au début, tu te dis bah je suis prêt à les perdre, mais le jour où ça arrive, c'est quand même différent quoi. C'est le jour où tu commences à jouer plein de 250, de toute façon, le moment où tu appuies sur l'état de la session, il est toujours un petit peu particulier quoi. Ouais. C'est un cap ça dans les séries. Ça va vite, ouais. Ça va très très vite. Et encore, t'as pas joué le 1K où là, ça peut aussi bien impacter quoi. C'est sûr. Ok, bah super les gars, vous voulez commencer par l'interview ou par l'anecdote par le quiz On a ou un par guest. l'anecdote? J'étais pas au courant. Ok. Je crois que d'habitude on faisait quiz puis anecdote, donc je te Eh propose bah de faire allons-y, le quiz. Moi j'ai hâte de répondre à ces questions et d'éclater. Ok, donc quiz orienté sur une thématique, et je pense qu'on fera souvent ça, c'est peut-être mieux de faire par thématique. Donc là, ça va être WPO et Sysmix Winamax. Alors, j'ai une première question. C'est de quand date la première édition d'un WPO Winamax? WPO, quelle que soit la destination. Reprécisons les Est-ce termes. que c'est Ah. 2009, 2010, 2012 ou 2013? Tu commences Adrien? Juste WPO, pour ceux qui ne se connaîtraient pas, c'est Winamax Poker Open et du coup c'est un événement live organisé sur une semaine par Winamax, c'est bien ça? Exactement. Alors moi je sais que maintenant il est à Aix-les-Bains, ça a été la première édition cette année, donc en 2025. Et avant, je crois que c'était WPO Bratislava et encore avant Dublin. Bratislava, il y a dû y avoir 2-3 années consécutives minimum. Et avant, je sais pas, mais du coup je dirais 10 ans auparavant. 2012, ça me paraît pas mal. Ok. C'est quoi ta dernière proposition, Flavien? C'est 2009, 2010, 2012 ou 2013? Par esprit de contradiction, je vais dire 2013. Moi, je me dis que le poker online est autorisé en France depuis 2010 à peu près. Ça a dû mettre un peu de temps à se mettre en place, à marketer, etc. Donc pourquoi pas 2013? Malin. Eh bien, c'est 2010. C'est Waouh. encore plus vieux que ça. C'était il y a très longtemps, hein. Et il y avait très peu, pas tant de joueurs que ça. Je vais pas vous spoiler parce que ce sera la seconde question. Ça avait été remporté par un Irlandais et j'ai regardé la liste des joueurs ITM, tout ça. Et en fait, c'est un Irlandais au milieu de 35 Français sur les places suivantes. Donc, il a fourré 36. visiblement. Et tous les joueurs français qui étaient dans le classement sont notés qualifiés Winamax quasiment dans le coverage. Donc, ça doit être une époque où vraiment il y avait beaucoup de qualifiés. Donc, première année, 2010, c'était il y a très très longtemps. Ok. C'était à Dublin. Et c'était l'Irlandais Alan Trueik qui avait gagné. Et qui avait gagné d'un fil de 2. Question suivante. Juste une petite 300. question, Flav. Oui. Pourquoi on parle du WPO en mois de janvier? Est-ce qu'il y a un lien quelconque avec l'actualité ou c'est juste une envie particulière?
c'est une envie particulière parce que dans mon actu perso, je me suis retrouvé à beaucoup faire de choses par rapport au WPO en ce moment, donc j'y ai pensé. Oh, teaser, ok. Question suivante. Combien y avait-il eu d'inscriptions dans ce WPO 2010 ? 313, 484, 592 ou 701 ? Je peux vous le simplifier sinon c'est possible. 310, 480, 590, 700. 3, 4, 5, 7. Vas-y, Robin. Bon, c'est quand même un truc qui se passe sur plusieurs jours, mais je dirais, vu l'antériorité de la date... Il y avait 3 jours. Le tournoi se jouait sur 3 jours à l'époque. Ouais, moi je dirais bien 300, 310. 310. Ouais, 500, j'ai aucune idée, honnêtement. On doit Okay, donc mouiller. 485. Ouais, très bien. Putain, j'ai pas réussi à niquer Robin, quoi. 313 inscriptions sur ce premier WPO. Je me disais, je vais le mettre en premier. La théorie du troisième va dire 592. Non, putain, j'arrive pas à l'avoir. Il y avait 313 inscrits seulement. Il y avait 40 000 euros à la gagne. Même moins que 40 000 euros à la gagne. Donc, c'était vraiment un tout petit événement. C'était quoi, combien Et le bail ça... 500. Et Ok. en fait, ça a explosé ensuite sur les années suivantes. Le premier a servi un petit peu de rampe de lancement. J'ai regardé dans le coverage, d'ailleurs, on voit des photos de Benjo, de Harper, qui sont des enfants. Hein. C'est des bébés, littéralement. Oh, Ils ont la bavette et tout, c'est incroyable. Ils sont trop mignons. Pour avoir un ordre d'idée, 313 inscriptions à l'époque en 2010. Cette année, 2025, à Marrakech, le Sismix, il y a eu 3390 inscriptions. Et Aix-les-Bains, l'année dernière, il y a eu 2566 inscriptions. Sismix, pour ça a voir, été un record. Par qui a été annoncé le record d'inscription du Sismix 2025 ? Gus Il a été annoncé au micro en compagnie du Flore. Gus Hansen. Non, c'était un joueur de volleyball français. Fold, je sais pas. Erwin Ngapet, qui avait pris le micro Ah pour ouais, annoncer c'était justement trop bien. le record, puisqu'il était présent sur les lieux à ce moment-là. Voilà, Ok. next. Il fait des quiz dans les quiz, c'est incroyable. Alors, la question suivante, elle peut paraître simple, mais je suis pas sûr qu'elle le soit tant que ça. Combien y a-t-il eu en total de destinations différentes en ville sur les WPO et Sismix cumulés ? 4, 5, 6 ou 7 ? Je crois que je vais vous niquer sur celle-là. Ça va être dur de nous niquer, je pense. Combien Le il y a truc, de c'est que si villes on commençait. Vas-y, Robin, énonce, comme ça moi je fais après et je me fais pas avoir. différentes ? T'as la position. Bon, bah, Dublin, Bratislava, Marrakech, Aix-les-Bains. Et Sismix, je sais pas si on a eu d'autres à part Marrakech. Je suis pas sûr. Je dirais, il y en a bien un que j'oublie, 5. Ah le bâtard. Ouais, t'as oublié Lurette déjà, je crois, non, il y avait pas un truc comme ça? Tu dis, réponds pas. Mais je pense qu'il y en a 5. Ton chiffre. Mais je pense qu'il y en a un de plus que ça parce que j'ai pas envie d'avoir la même réponse que Robin, donc je vais dire 6 du coup. Eh bien, ton ego te fait avoir la bonne réponse, Adrien. Yes. Incroyable. Puisqu'il y a... Alors, Alors, commençons par Sismix. Il y a eu Marrakech et Lloret Delmar. Ok. Effectivement. WPO, il y a eu Dublin, chronologiquement. Et il y a eu, avant Bratislava, le WPO Madrid, juste après le Covid. Ok. En gros, il n'y a pas de tournoi live en 2010, 2020, 2021. Et en 2022, il y a un premier tournoi de reprise WPO, qui est le WPO Madrid, qui est gagné par Omar Del Pino contre Mathieu Lamanière. Et fait d'ailleurs assez marrant, c'est que là-bas, le poker se joue dans le sens anti-horaire parce qu'ils ont leurs petites règles là-bas à Madrid où ils ont un jeu très local dans lequel ils jouent dans le sens inverse. Mais non. Ouais. Et Winamax a dû demander une dérogation pour pouvoir organiser le tournoi dans le sens réel d'une table de poker. Et si tu allais jouer en cash game sur les tables à côté, bah, tu jouais dans le sens inverse des ennemis d'une montre. Bref, et donc il y a eu ce tournoi à Madrid en WPO. Donc WPO c'est Dublin, puis Madrid, Bratislava et enfin Aix-les-Bains. Donc il y a eu 4 WPO et 2 Sismix, ce qui fait un total de 6 destinations. Magnifique. Un partout entre vous deux. Tu sais où sera la prochaine d'ailleurs, toi, Flavien, ou pas? Sismix, Ouais. Ils arrêtent Marrakech là cette année, c'est un apparemment. secret d'État. On ne doit Ok. pas parler de ça. Combien y a-t-il eu de victoires d'un membre du Team Pro Winamax sur des events WPO et ou Sismix? 1, 2, 3 ou 4? Waouh.
Ah, ce qui m'est venu en tête, c'est la victoire de Gaël Bowman, mais c'était sur un Kill Tilt Poker Series à Toulouse, donc ça n'a rien à voir avec un event Winamax. C'est cool de le préciser. Vraiment rien à voir, tu sais, genre. Elle a gagné Mais le c'est- Sunday Surprise. Non, rien à voir. C'était un truc comme ça, c'est sa dernière victoire sous les couleurs de Wina d'ailleurs. Mais du coup, c'était pas un truc Wina. C'est sa seule victoire officielle, je Ouais. crois, sur un tournoi live. Ok. C'est beau de terminer là-dessus. Bah, c'est beau, et à la fois, tu dis que ça fait quand même, je sais pas combien, elle est restée 8 ans Team Pro, et elle a pas fait une victoire. Je vous aide un peu. Elle avait fait des deuxièmes places, mais c'était sur des W. Il me semble que c'est deuxième place. Hein. WIPT. Ok. J'ai pas mis dans la balance. Là, j'ai WPO 6000. Combien de victoires Team Pro Winamax 1, 2, 3 ou 4 Ouais, Sur, non, sur ouais. tous les events, pas que les mains. Hein. Que les mains, WPO et 6000. Ah, les mains, ok. Main 550 ou 500, selon quand le buy-in a évolué. WPO et 6000 sur les 6 destinations que je vous ai citées juste avant. Moi, j'en connais une, sûre, et il y a bien dû une deuxième qui a dû arriver, donc je vais dire 2. Ok. Je vais dire 2. Bah, du coup, je vais dire 3. De toute façon, je sais pas, vous avez. Concours de On va bits. pas négocier, vous avez tort tous les deux. C'est 4. Oh non! Attends, t'avais dit 1, 2 ou 3, non? Non, j'ai dit 1, 2, 3 ou 4. Ouais, non, mais de toute façon, tu Je voulais voulais dire dire 2 4, et ensuite sinon. t'as rajouté plus 1. Bah non, t'as dit 2 et t'as dit plus 1. Si j'avais dit 3, Tu vas pas t'aurais gagné, négocier Robin. comme ça. Incroyable, c'est qui? Donc, Pierre? Ouais, suivant, là. David Kitai qui gagne le 6mix. Ouais. Premier ça 6mix savais. de tous les temps. Calamusa Pierre qui gagne le WPO Dublin en 2015, l'année suivante. Adrian Mateos gagne le 6mix en 2018, Ok. dès qu'il signe chez Winamax. Et en 2016, un autre joueur a gagné le 6mix, je vous l'ai fait dans le sens inverse. C'était juste après l'année de Pierre, et je pense que beaucoup de gens l'ont oublié. Il s'agit de Coolchen, qui a gagné le 6mix. Ok, Incroyable. stylé. Voilà. Alors, moi, j'avais en tête je crois que Pierre, c'est juste après qu'il est signé chez Wina qu'il a gagné le WPO. Exactement. Et l'année Dans les d'après, contrats. du coup, il y a Mathéos Et qui il gagne le fourre 6. volatile d'ailleurs, il fourre Ouais. Guillaume Guillaume Diaz, Diaz. en table finale, paire de 6 contre paire de dames, il lui met. Mais est-ce que c'est pas un peu bizarre quand même que 2 Team Pro signent chez Wina et que les 2 années l'année juste après, les 2 gagnent un événement Winamax? Je sais pas, je pose ça comme ça, moi je. Je pense pas que YouTube ait besoin de toi pour avoir des outils. Dites-nous, attends, c'est là le moment où faut être malin. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez du fait que des team pro Non, par gagnent contre, direct après leur. si jamais après ce podcast vous voulez du divertissement, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Jean-Némar Riguette sur YouTube, c'est un bonheur. Ok, j'enchaîne. Il reste 2 questions fun un peu. Et Ok. j'ai fait les Attention. 4 questions. Alors, en gros, je voulais faire une question sur moi, une question sur Robin, une question sur Adrien. Où je me fous un peu la gueule du monde. J'ai pas réussi sur Adrien. Et pourtant, j'ai re-regardé le stream quand il était au WPO Aix-les-Bains pour voir s'il avait pas fait une dinguerie ou deux pour pouvoir le tacler, mais j'ai rien trouvé. Le mec était Masterclass. trop propre. Masterclass. Donc, je vais me tacler moi, puis ensuite je vais tacler Robin. Quelle est la meilleure place de Flavien sur un main WPO ou 6mix? Quelle est sa meilleure place, tout simplement? Est-ce que c'est une 8e place, une 16e place, une 41e place ou une 105e place? Puisqu'avant de les commenter, je les jouais assez fréquemment. Vu tes performances en live, 16, ça pourrait être 105. quand même, hein. 41 ou 105? 105. Je pense pas qu'il ait déjà fait de top 100 sur un tournoi live, donc effectivement c'est pas moins de 100. Du coup je vais dire moins que 105 du coup. C'est Alors, quoi? le pire, c'est 105. Ah bah 8, 105 alors. 16, 41 ou 105? 105. Je vois que vous croyez bien en moi. Et vous savez que je vous ai bien bait parce que j'étais sûr que vous alliez me trash, bande de bâtards. J'ai fait 16e sur un Incroyable. WPO Dublin. Bravo. Qui paye pas grand chose, qui payait 5K. J'ai terminé sur un gros spew, hein, si vous voulez tout savoir. Un bon petit 3 bêtes, 5 bêtes all-in, paire de 4 des familles. Qui Tout ce qu'on se aime. passait tranquille. C'était un autre poker à l'époque. On choisissait pas un 3 bêtes par rapport à des propriétés de bloqueurs, mais on Par rapport à la choisissait tête de parce que- l'adversaire. Alors oui, mais aussi parce que je me disais, je sais que je vais 5 bêtes all-in cette main, donc c'était une bonne main. Tu vois, tu choisissais 3 bêtes pour le 5 bêtes all-in. Voilà. Voilà pour le foutage de gueule envers moi, puisque c'était vraiment un sacré spew. Ensuite, il s'est passé quelque chose d'intéressant sur la présence en table télévisée d'un de vous deux. Adrien, j'ai rien trouvé. Mais Robin, il s'est passé quelque chose. Au WPO Bratislava, Chauffe qui peut, qui allait en table télévisée, a eu le bon goût d'augmenter le temps de son break. Il arrivait en retard à la table télévisée. De combien de temps est-il arrivé en retard à la table télévisée? De Tu sais que 4 c'est minutes. Flavien, c'est De incroyable 11. parce que c'est mon anecdote, mec. J'étais sûr, putain. On s'était pas entendu avant, mais je me C'est suis pas entendu, dit. non. Putain. Donc, de combien de temps Chauffe qui peut a été en retard? Tu veux que je coupe cette question-là pour que tu puisses raconter ton anecdote? Non, au contraire, vas-y, laisse. Ok. Combien de temps
a eu de retard, sauf qu'il peut, pour arriver à la table télévisée. 4 minutes, 11 minutes, 23 minutes, ou réponse D, il n'est jamais venu. Ah, quand même. Je pense que c'est pas un petit retard, sinon c'est pas drôle. Du coup, on est sur 11 ou 23. Sachant que on demande à chaque fois aux gens de venir 5-6 minutes avant, et lui, il a trouvé le moyen de venir après. En plus. Ouais, le petit quart d'heure, du coup, on va dire 11 minutes. Ah, tu sais que même moi, je sais pas quoi. Je pense que c'est 11 ou 23. J'aurais dit 11 en premier, et du coup, comme il a dit 11, je vais dire 23. C'est 23. C'est 23 minutes 30 pour être précis. T'as eu Je te fais la 23 victoire. minutes 30 de retard. J'ai chronométré, je suis allé voir le stream ce Incroyable. matin au réveil. Donc le mec, il a décidé, il s'est dit, ouais, là, c'est le break. Et quand il arrive, il me dit, ouais, j'étais au téléphone avec ma femme. En détente. Voilà. En détente. Mais en fait, si tu te rappelles bien, c'était pas l'arrivée de la table télé. On était déjà en table télé. Ouais. Et c'était break, et ensuite le retour de break. Et en fait, ce qui s'est passé, donc je vais enchaîner sur l'anecdote, ce sera direct. C'est un truc qui m'arrive de temps en temps. J'ai un petit profil quand même un peu. Quand je suis un peu déstabilisé, je peux vite être un peu distrait, quoi. Je peux faire des petits trucs où je fais pas attention, où je suis un peu dans mon monde, où ça peut m'arriver comme ça. Et je vais commencer du coup à la genèse de ce qui s'est passé. J'ai joué un coup juste avant de partir en break avec Jonathan Pastor. Pour vous rappeler le contexte, on est genre un truc genre, je sais plus, genre 40 ou 50 left du WPO. J'arrive en table télé, j'ai monté un stack assez important. Je suis en confiance, je suis super bien. Et la table télé va se passer très très mal. Je vais perdre un premier 3 bêtes où je vais me faire 4 bêtes chauves par Jonathan qui avait paire de valet. Je vais jouer un coup contre, je me rappelle plus son prénom, mais Nico, qui va Plantin toucher, Nico Plantin qui va toucher un roi alors que j'avais call de street plutôt bien. Et je me retrouve avec une décision difficile river, je perds encore des jetons, etc., etc. Et je me retrouve à jouer un coup en BVB avec Jonathan. Et en fait, ce qui m'arrive jamais, et c'est ce qui m'a déstabilisé, c'est que j'ai mal lu mes cartes. J'avais dame 2 off, et j'étais persuadé d'avoir la dame de carreau au lieu d'avoir le 2 de carreau. Et bref, je ne vais pas vous raconter le coup, mais ça se joue sur une décision river. Et en fait, à la river, je check back, et Jonathan Pastor me montre sa main, tu vois. Et en fait, il me montre la dame de carreau dans sa main, de mon souvenir, un truc comme ça, quoi. Et je me dis, putain, c'est ouf. C'est Rigate, encore une fois. Ouais, non, mais je me dis, je regarde mes mains, et là, je me dis, mais en fait, j'ai joué le coup à l'envers. Et j'avais un truc quand même. C'était la première table télévisée que mes potes regardaient, que ma famille regardait. Et je me suis dit, putain, je vais passer pour une bite. J'arrive en table télé. De mémoire, Je j'ai bien monte dû un trash talk quand t'avais joué cette main, je me Ah, c'est rappelle. possible. Mais du coup, moi, je me dis, le coup n'a plus aucun sens, tu vois. Et du coup, ça me crée un truc vraiment, tu sais, de honte, de mal-être, de pas Je bien. reviens pas. Je m'en fous, je me reviens sentais pas. vraiment idiot, quoi, tu vois. Je me sentais vraiment idiot, ça me déstabilise. Je me dis, vas-y, c'est cool, c'est le dinner break, je vais pouvoir aller bouffer tranquille. Ah putain. Et tu vois, je regarde jamais la cloque, alors que d'habitude, je regarde 12 fois la cloque avant de partir et tout. Et en fait, ce qui se passe, j'appelle ma meuf, et je lui raconte, je dis putain et tout, ça me fait chier. Et je commence à partir vers le resto sur lequel j'avais l'habitude de bouffer. Donc je m'installe au resto. Je prends un petit plat tranquille, je commence à discuter avec ma femme, je me plains, je whine, ça passe un peu et tout. Et le là, temps la d'arriver télé. au resto- Et ouais, et là je reçois un message de Flav sur Insta, il me dit ah mais t'es où et tout. Et oh, c'est chelou, comment ça peut lui foutre frère. Et du coup je regarde son message, je sais pas, je commence à allumer le stream et je vois que ça a repris. Je vois que le truc a repris sans moi. J'avais Sachant commandé que, mon plat. attends, quand tu vois que ça a repris, c'est qu'en plus il y a un décalage entre le Eh live oui, et tout, donc là t'as compris exactement. que vraiment t'es très en retard, quoi. J'étais très en retard. Et je venais de commander mon plat. En plus, j'ai marché. Donc voilà, bref, j'ai 15 minutes de marche. J'arrive, je commande mon plat. Et là, putain, un coup de panique, quoi. Je commence à me lever, je pars en speed sans dire rien au serveur. Je me taille et tout. Et il y avait en course à pied, je sais pas, 10 minutes de course pour retourner au truc. Au bout de 5-6 minutes, je suis déjà au bout de ma vie. Je me dis, putain, j'ai oublié mon sac à dos. Oh, terrible. Oh la loose, je me dis, là j'hésite une seconde, je dis je m'en bats les couilles, je le laisse ou quoi. Donc je suis parti du truc comme un voleur. J'ai pas dit, j'ai commandé un plat machin, j'ai pas dit que je partais. Je refais le chemin inverse, je recours, j'arrive, la serveuse elle me regarde avec un air comme si j'étais un fou. Je prends mon sac, je repars. Le plat Tu est payes pas arrivé le sur plat la que t'as table. commandé ? Bah si, il est arrivé sur la table, mais enfin voilà quoi. J'ai pas payé, j'ai rien fait, j'étais en panique quoi. J'arrive, du coup, je recours encore 10 minutes. J'arrive, j'étais en transpiration, j'étais au bout de ma vie. Je m'assois. Tout le monde me regardait un peu comme un taré et tout. Et là, mais j'étais complètement hors de mon truc, tu vois. J'étais sorti de ma zone, j'étais complètement perdu, quoi.
Et Jonathan, petite anecdote, Jonathan Pastor, super sympa. Juste, il était à côté de moi, du coup. Et il me fait mais ça va, Rob et tout, tu te sens bien, t'as l'air pas au top et tout. Je dis ouais, t'inquiète, ça va. Mais super sympa, le gars, tu vois, en dehors du truc, il me dit ça en off, pas pour faire le mec sympa ou quoi, juste. Non, mais ils avaient était en un train peu de care, quoi. ils avaient un peu stall et tout. Enfin, genre, c'était posé Ouais. vraiment la question, quoi, de ce qui se passait. Ça, j'ai pas vu, ouais. Et Flav qui m'envoie des messages, qui s'inquiète, qui me dit mais t'es sûr que ça va aussi. Et moi, j'étais juste complètement perdu, quoi. Complètement perdu, complètement essoufflé. J'avais transpiré dans mon pull et tout. J'étais tellement mal à table. Et voilà, quoi. Et est-ce que t'as Et, punt ou bust rapidement après? Parce qu'on veut une histoire où tu vois mal tes Non, cartes, tu le- crois que t'as 2 as, t'as as 4 off et tu mets tout, je sais Ça pas. aurait pu, mais le pire, c'est que je m'assois. Du coup, mon stat avait fondu quand même, parce que j'avais pu. Je dois avoir 20 blindes au moment où je pars. Et je tombe à genre 8 blindes. Et 2 mains plus tard, je prends les as. Je double. Je me dis incroyable. Je reviens dans le game. Et puis, je sais plus, j'ai du buzz sur un truc juste derrière. Un flip ou je sais pas. Mais bref, mais juste l'expérience humaine de ce moment. Entre l'ascenseur émotionnel où. Putain, j'arrive avec un gros stack, je suis pas loin de deep run, faire une petite TF ou d'aller quelque part sur un WPO, un événement live et tout, ce qui m'était jamais arrivé à l'époque en live. Mes potes et ma famille qui regardent un peu le stream, je me dis putain, c'est cool et tout. Et en fait, une TF, une table télévisée qui se passe, mais le pire possible. Le break, bah, voilà, c'était un moment horrible, quoi. Je suis rentré, posé à l'hôtel, j'avais l'impression que j'avais un bus qui m'avait écrasé, quoi. Et voilà. Ouais, Faites très attention, belle quand vous anecdote. partez en break. Quand t'as bust, t'as pu retourner manger au restaurant, le fameux, du coup. Ouais, j'avais pu. Là, je crois que j'ai été manger avec Moundir, je crois, je sais plus. Bon, bref. Mais du coup, ouais, regardez le tableau avant de partir en break, les gars. Même quand vous êtes un peu chamboulé. Très belle histoire. Horrible. Bravo. Attendez, parce que moi, quand je fais une anecdote qui dure 8 minutes, la terre entière se fout de ma gueule. Lui, là, on Ouais, mais dit rien, là, ça passe. Là, elle était intéressante. Putain. Ah ouais, merci. Ouais, non, ouais. Fallait que je mette le contexte, c'était important quand même. Sinon, c'était encore... Ouais. Mais tu vois, quand même, Mais- on est relié, Robin. C'est que j'ai trouvé le moyen de mettre dans le quiz ce truc alors qu'on Mais c'est n'était pas. incroyable la passe on D que s'était tu pas m'as fait, préparé, mec. quoi. Pour que tu fasses un quiz déjà qui porte sur les WPO, pour que ta question porte sur un truc qui était en rapport avec moi, et pour que ça Je voulais- soit la je voulais dernière me question foutre qui de la libère gueule de l'anecdote. chacun et c'était la meilleure chose Incroyable. que je pouvais raconter pour me moquer de toi, quoi. Magnifique. Mais bon. Voilà. Du coup, c'était un mauvais moment pour moi en live, mais je pense que ça peut arriver à pas mal de monde d'avoir des petits trucs, surtout quand t'es pas un habitué du live. Mais c'est un moment fort. Ce qui est marrant, c'est qu'au Sismix, la table télé, on voit les jardins derrière et on voit limite le restaurant du Palace. Ça aurait été drôle que depuis la table télé où t'étais pas, on te voit manger derrière en terrasse. Heureusement, Mais il est là, regardez, hein. Bratislava, Ouais, je quoi. reviens après. Et la bouffe de l'hôtel était pas ouf, quoi. Et donc, ouais. Ouais. Ouais, bah, je crois qu'on arrive au bout. J'espère que ça vous aura plu, du coup, cet épisode. Ouais, petit teasing du coup, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais on fera peut-être une thématique sûrement sur le King 5, sur comment performer en équipe sur le King 5, comment bien réussir ses objectifs, comment maximiser le temps investi peut-être pour réussir les objectifs. Il y a aussi des trucs un peu comme ça qui moi, parce que dans mes équipes, il y a toujours des joueurs amateurs en général, à part l'année dernière, mais qui font pas leurs objectifs. On était très amateurs l'année dernière. Ouais. Des Flaviens qui font tout sauf faire leurs objectifs pour le King 5, qui font relancer jusqu'au dernier moment. Donc on C'est vous pas donnera vrai. tous ces petits tips C'est là. pas vrai ça. Non, les Autant objectifs, j'étais ça, nul au poker que je faisais mes objectifs. C'est pas que t'étais nul, c'est que t'as jamais fait une session en étant chez toi devant le PC, quoi. Il y en a une, t'étais devant un match de foot, l'autre avec ta meuf au resto. Et Bah t'as mec, une c'est cata, mardi, le mardi soir évidemment, c'est la Ligue des Champions le mardi soir, il y a priorité. quoi. C'est pas grave. Tu vas refaire du coup cette année Dumb Trip, toi? Ouais, avec mes collègues, ça va être sympa. J'espère qu'on va mieux parfait que les années d'avant, mais bon, on verra. Bah, moi, je vais refaire, mais sans Flavien, je pense. Bon, je comptais pas le faire, donc il vaut mieux. En tout cas, je l'ai à vous aux tables, les gars. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à nous faire des retours comme d'habitude. Si vous avez des idées de thématiques principales à nous recommander, n'hésitez pas. Si vous avez en commentaire aussi des actus importantes à mettre en avant, bah, c'est aussi l'occasion. Et puis nous, voilà, c'est un plaisir de faire ça. Et Ouais, puis, surtout on les dit, thématiques en vrai, parce que les actus, ce sera un peu des synchros le temps que ça sorte, mais vraiment les thématiques, on en cherche, donc n'hésitez vraiment pas à nous en proposer dans les commentaires. Pas. Et pensez à nous suivre, également à mettre le petit pouce. Et on a vu que vous appréciez énormément les jingles. C'est Robin qui en est à l'origine, donc on vous en met un dernier. Et Robin, il faudra que tu refasses des nouveaux pour les prochains épisodes. Incroyable, on est connecté. Je me suis dit la même chose quand j'ai écouté. Et c'est un peu un jingle qui a été fait pour toi, quoi. C'est avec Céline Dion que t'as mis, non? Ou c'est Amel Bent? Celui de la dernière fois? Non, celui-là que t'as mis pour pour la dernière fois, pour le 2. Ah, celui-là, je sais pas encore, le montage n'est pas encore fait. T'as l'impression que ça se fait tout seul, mais il y a quand même quelqu'un derrière. Hein. Il y a un homme. Allez, ciao, ciao. Allez, ciao à tous, merci Salut. les gars, À plus. et à très vite. Focus, la main